toutes et à tous. À seulement 10 jours du second tour de l'élection présidentielle, la question de l'engagement est sur toutes les lèvres. Mais qu'est-ce que ça veut dire être engagé en France aujourd'hui? Il y a ceux que vous voyez le dimanche matin sur les marchés, ils traquent pour des partis traditionnels. Mais l'engagement, ça ne se résume pas qu'à ça. Militants associatifs, soignants en colère ou encore modes de vie alternatifs, on a voulu vous montrer les différentes formes d'engagement des Français en 2022. Allez, suivez-nous, l'engagement, c'est maintenant. En 2017, sur les 577 députés élus, seuls 14 avaient moins de 30 ans. Faire élire des jeunes, c'est le combat mené par le parti Allons Enfants. Joseph Lacroix-Namias et Lucas Campisi sont allés à la rencontre d'une de leurs candidates aux prochaines législatives. Cette grande rue toulousaine, Anaïs Jalounex l'emprunte tous les jours. Mais quand elle passe devant ces panneaux, elle ne peut s'empêcher d'y penser. Ce sera sur ma tête, ça va être un peu bizarre, surtout que là c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de passages. Ça va être gênant pour moi. À tout juste 22 ans, c'est l'une des plus jeunes candidates aux élections législatives en France. Et les préparatifs ont déjà commencé. On est dans mon QG, on est chez moi et c'est le QG de la campagne du coup, où je stocke tous les tracts, les affiches. Et après plus tard, quand on aura tout reçu pour les législatives, il y aura aussi tous les documents. Mais pour l'instant, le plus dur pour cette étudiante en lettres, c'est de se dégager un petit peu de temps. J'ai 3 emplois, en plus de mes études. 3 jours par semaine, je travaille dans un collège, je suis assistante d'éducation. Le mercredi, je suis nounou. Et le week-end, je travaille dans une boîte de nuit, je suis au bar. Et de temps en temps, le soir, la journée, à ma pause, je suis candidate aux législatives. Son parti, Allons Enfants. 11 candidats de moins de 30 ans partout en France qui se battent pour que les jeunes aient leur place en politique. C'est pour les législatives. Candidate aux dernières élections départementales, Anaïs connaît déjà les bonnes astuces. On est juste à côté des bars et du coup, il y a beaucoup de personnes de tout type d'âge qui passent. Là, dans la rue, ça fonctionne plus ou moins. Après, ça va dépendre des quartiers aussi. Devant les bars, sur les réseaux sociaux, tous les moyens sont bons pour convaincre une jeunesse qui n'y croit plus vraiment. C'est cool qu'on nous représente, enfin. Parce que, franchement... C'est quelque chose qui pourrait vous réintéresser à la politique? Ouais, s'il y a des personnes plus jeunes, de notre génération, qui comprennent mieux ce qu'on vit et tout. Il n'y a pas d'âge, hein. C'est pas parce qu'on a 70 ans qu'on est meilleur. Non mais c'est vrai. Candidate à 22 ans quand même. Ah bah félicitations, c'est très bien. Après il y a les idées qui comptent aussi, et pas que la jeunesse. Vous connaissez le parti Allons Enfants? Le programme est encore flou, il semble pencher à gauche, mais difficile pour la candidate de se positionner. Vous êtes plutôt de quel bord? En fait, il n'y a pas vraiment... En fait, justement, c'est un peu... Déjà, c'est mauvais signe, il n'y a pas vraiment de bord. C'est plutôt écologie, inclusion, innovation, voilà. Elle est là, égalité. Beaucoup de beaux mots. Pas facile de convaincre donc, mais pour l'instant, la priorité, financer sa campagne. Coucou, ça va? Et comme tous les mardis, rendez-vous dans un bar toulousain pour faire le point avec son équipe. On pourra avoir du coup un local de campagne. Non, on ne va pas prendre un local de campagne, on n'a pas le budget. Oui, mais on n'a pas du tout. Là, il y a 1 100 € pour tous les candidats, donc c'est pas du tout envisageable. C'est 1 100 € conditionné à 5%. Mais on n'est pas du tout sûr de faire les 5%, donc on ne peut pas se permettre de faire ça, parce que sinon, le parti ne va pas pouvoir le rembourser, c'est pas possible. Alors pour récolter des fonds, c'est le système D, la famille, les amis, et même un financement participatif sur Internet. Pour avoir une campagne décente, entre guillemets, il nous faudrait 2 000 € parce que quand on est candidat pour les législatives, pour n'importe quelle élection, c'est nous qui devons payer nos tracts, nos affiches, nos professions de foi, même les bulletins de vote. À peine 1 700 € collectés pour le moment, bien loin des 15 000 espérés pour les 11 candidats du parti. Tous attendent la fin de la présidentielle avec impatience pour que la campagne décolle enfin. Ce devait être le mouvement de rassemblement à gauche. La primaire populaire avait réuni en janvier dernier près de 400 000 votants. Et pourtant, 3 mois plus tard, il n'en reste plus grand-chose. Alors entre lueur d'espoir et grande désillusion, retour avec vous, Suzy Muselet, sur une primaire pas si populaire. Effectivement, Joseph, et finalement ce n'est pas très surprenant puisque dès le départ, la primaire populaire souffrait d'un manque de légitimité puisque parmi les 7 candidats qui étaient présentés, 3 étaient presque inconnus du grand public. Il s'agit de Anna Gueb-Portery, Charlotte Marchandise et Pierre Larouturou. 3 autres candidats ont été inscrits à cette primaire contre leur gré. Il ne restait donc que Christiane Taubira qui s'est déclarée très tardivement. Un mode de scrutin qui a d'ailleurs apporté un peu de confusion.
Oui, il s'est tenu par voie électronique entre les 27 et 30 janvier dernier et il s'agissait d'un scrutin au jugement majoritaire. Alors concrètement, les 392 738 votants devaient répondre à l'affirmation suivante: pour faire gagner l'écologie et la justice sociale à l'élection présidentielle, j'estime que chacune de ces personnalités serait... Et donc il fallait répondre par une mention allant de très bien à insuffisant. Et donc à l'issue de cette primaire populaire, c'est Christiane Taubira qui est sorti vainqueur avec la mention bien plus. Sauf que Christiane Taubira, elle a dû se retirer de la course à la présidentielle. Oui, tout à fait. L'ancienne garde des Sceaux, qui à l'époque était créditée d'un petit peu moins de 2% dans les sondages, a dû se retirer de la course à l'élection présidentielle, faute de parrainage. Et c'est là que les choses se compliquent pour la primaire populaire, puisque plutôt que de se ranger derrière Yannick Jadot, arrivé en seconde position, le collectif a décidé de soutenir et de faire campagne pour Jean-Luc Mélenchon, arrivé en troisième place. Alors forcément, c'est l'incompréhension parmi les votants qui, pour beaucoup, s'estiment trahis. La primaire populaire publie une vidéo d'excuses et d'explications. Il n'est plus question de rassemblement, mais bien d'un vote utile, puisque Jean-Luc Mélenchon arrivait avant Yannick Jadot dans les sondages. Le collectif privilégie donc les résultats aux idées et surtout au choix des citoyens. Donc s'il fallait faire un bilan de cette primaire populaire? Eh bien, plusieurs membres de la primaire populaire ont déjà quitté le navire, à l'instar de Mathilde Imer, qui l'avait pourtant cofondé. Alors, le bilan, c'est celui d'un échec. La primaire populaire a échoué à rassembler la gauche, puisque tous les candidats ont mené leur propre campagne. Mais surtout, le risque avec cette débâcle, c'est d'écorcher la confiance des citoyens, à la fois dans le vote traditionnel, mais aussi dans les initiatives populaires comme celle-ci. Merci Suzy. Eh bien, des militants de gauche, nous en avons d'ailleurs rencontrés. Effectivement, Joseph, l'un a 22 ans, il milite au Parti communiste, l'autre en a 80, il est encarté au Parti socialiste. Plus d'un demi-siècle de militantisme les sépare, mais alors qu'ont-ils en commun? Regardez ce portrait croisé par Abdelmalek Benawina et Lucas Campizi. Bonjour, proposition de Fabien Roussel pour la jeunesse. Passez une bonne journée. Ah ben moi, qu'est-ce que je devrais dire? Ce bout de papier, c'est l'objet symbole du militant. Nicolas, jeune communiste de 22 ans, en a distribué des centaines sur ce campus universitaire de Pessac. Au siège du Parti socialiste de Mérignac, Christian ne compte plus les tracts distribués. De François Mitterrand à Anne Hidalgo en passant par Lionel Jospin, cette passion, le militant socialiste de 80 ans ne l'a jamais perdue. En quantité, je ne saurais pas vous dire, mais j'en ai distribué parce que, en plus, j'aime ça, j'aime coller les affiches, c'est un travail que j'aime. Ben, je suis à la retraite, j'ai le temps, puis ça ne me déplaît pas. Cet ancien fonctionnaire a commencé son engagement à la CGT. Je me sentais impuissant dans le mouvement syndical. Je ne pouvais pas peser comme j'aurais voulu peser. En parlant avec des gens que je côtoyais ici, j'ai dit, écoute, j'ai senti qu'ils avaient besoin d'un renfort, j'ai dit, écoute, allez, je fais le pas. Nicolas, lui, est étudiant en histoire. Sa décision d'adhérer au Parti communiste a été influencée par sa famille, ses amis, mais aussi ses professeurs. J'avais aussi des profs qui étaient au Parti communiste, donc ça aussi inconsciemment, je pense que ça a joué au niveau du collège. Enfin, on le savait les uns et les autres, ça avait fuité au niveau des élèves que ouais, tel prof, il est adhérent coco, tel autre plutôt gaulliste, parce qu'on avait quand même un petit intérêt, mais je pense que j'ai été quand même dans les plus hard dans mon collège à m'intéresser à la politique. En gros, j'ai fait un cheminement tout au long du collège qui m'a amené à adhérer dès la seconde au PCF et au mouvement des jeunes communistes. Pour Christian comme Nicolas, être militant politique, c'est d'abord aller au contact des Français. Dans une époque où il paraît plus limite normal à certaines personnes de s'abstenir et de dire oh la politique c'est tous les mêmes, rien ne changera, et ben de mettre les mains au contraire dans le cambouis, de se dire qu'il faut quand même y aller parce que sinon rien ne changera. Ben, c'est éclairer un peu la route. Hein. Actuellement les gens sont paumés, hein. Les gens sont paumés actuellement, hein. C'est dingue, hein. C'est fou. Il faut voir les réflexions qu'on a sur les marchés. C'est dingue, les gens sont paumés. Ils n'ont pas de base, ils n'ont pas d'assises. Durant cette année d'élection présidentielle, Christian et Nicolas se sont mobilisés pour leurs candidats respectifs, Fabien Roussel et Anne Hidalgo. Un engagement qui n'aura finalement pas porté ses fruits. La gauche, elle a énormément déçu. Donc il va falloir être plus exigeant avec nous-mêmes, avec ce qu'on propose, si on veut reconquérir ce qu'on a perdu, c'est-à-dire l'attention, enfin pour ce qui est du Parti communiste qu'on cherche, nous c'est d'avoir l'attention des travailleurs, des gens qui galèrent, des étudiants. C'est ça notre rôle, ça peut pas être de faire des alliances qui n'ont pas de sens.
Mais les meilleures crues, c'est quand on est dans la difficulté. Les idées socialistes, vous savez, Gorbatchev, il le disait, elles ne mourront pas. Hein. Christian, Nicolas, on vient de voir votre portrait croisé où on vous a rencontrés séparément. On vous retrouve ensemble aujourd'hui pour parler de militantisme. 58 ans vous séparent. Vous êtes tous les deux animés par une cause politique à laquelle vous vous consacrez pleinement. Nicolas, est-ce que les actions de la génération de Christian vous ont inspiré? Et inversement, Christian, est-ce que cette nouvelle génération suscite votre curiosité? Effectivement, elle suscite ma curiosité parce que quand j'ai fait mes études, moi, je n'avais pas de préoccupation du chômage. On savait qu'en ayant les diplômes, on trouverait à travailler. Pour vous, c'est pas vrai. Alors, comment on peut demander à des jeunes de se consacrer à la politique, de consacrer du temps, alors qu'il s'agit de se loger, de se nourrir. Quand l'essentiel n'est pas pourvu, on ne peut pas se consacrer à l'accessoire. Et Nicolas, est-ce que les générations aussi d'avant, mai 68, etc., ça vous a inspiré? C'est des exemples qui nous apprennent des trucs de base, genre comment faire un bon collage, comment diffuser un tract. C'est vraiment le militantisme classique, et puis aussi tous les combats de ces époques-là, 68, voire même pour les camarades qu'on a la chance de connaître, qui ont fait la résistance. Ouais, c'est vraiment des modèles, et voir leur point de vue aussi sur ce qu'on fait nous, sur nos nouvelles manières de militer, que ce soit les réseaux sociaux et tout. Je pense que c'est important qu'il y ait un échange sur ces pratiques-là, et aussi évidemment surtout sur le fond. Il vient de dire une vérité là. Moi, je ne suis pas très adepte des réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux contribuent à pourrir un peu le militantisme, parce que ça fait une grande place au complotisme. Alors moi, j'y vais mais très très peu, parce que pour moi, c'est pas une bonne manière de militer. Ouais, je le rejoins, parce qu'évidemment, si j'étais à France Insoumise, je pense que je ne serais pas d'accord, ou même à La République En Marche. C'est vraiment des manières de s'organiser totalement différentes, qui reposent justement plus sur les réseaux sociaux, qui, comme vous dites, Christian, qui ont de gros points négatifs, parce que moi je dirais que c'est à la fois la meilleure et la pire des choses. La meilleure parce qu'on peut avoir accès vraiment à peu près tout le monde, et la pire des choses parce qu'on est enseveli d'informations, on a de tout et n'importe quoi, et bien souvent dans le n'importe quoi il peut y avoir des choses qui favorisent l'extrême droite notamment. Absolument. Pourquoi pour le premier tour une union de la gauche n'a pas été possible, et qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai ma petite idée, je crois que Mélenchon ne l'a pas voulu, c'est surtout lui. Parce qu'il a une conception très verticale du fonctionnement de la société. Il y a quand même des différences idéologiques notables entre les différents partis. Bon, il y a aussi, on ne va pas se leurrer, des histoires de personnes qui ont joué. Mais malheureusement, il n'y a pas aussi une si grande appétence que ça pour l'union de la gauche. Enfin, je vois par exemple le bilan désastreux de la primaire populaire, ça n'a malheureusement rien donné, cette initiative-là. Donc malheureusement, les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il y ait union, ça c'est sûr. Bon, merci beaucoup à tous les deux, c'était un plaisir de vous avoir ici pour cette rencontre. L'émission continue avec Eléa et Joseph. Ça va toi en ce moment là? Ça va, ouais, entre une émission, c'est intense, mais c'est chouette. Il y a du boulot, hein. On part bien, mais faut le faire. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si t'as entendu parler de son magazine. Viso, ça te dit quelque chose? Pas du tout, ça parle de quoi? Je crois, pendant une semaine, j'ai grave envie de la voir. Ok, ça me dit rien, mais par contre, ça fait penser à un podcast qui s'appelle Twist. Ouais. Pareil, fait par les étudiants en radio. Si tu veux, je te montre ça juste après. Ouais. On regardera ça, mais de toute façon, on a encore du taf, tu sais, avec l'émission, ça va encore durer un peu. Quelques jours, ouais, on verra ce soir, t'inquiète. Viso, c'est 19 étudiants de l'IJBA partis à Gibraltar pour faire du reportage. Le but, vous raconter ce territoire pas comme les autres. 7 jours de terrain et à la clé, un magazine d'une centaine de pages. Reportage, décryptage, photos, vous comprendrez tout avec Viso. Je mets les micros, c'est quand vous voulez. Ok.
Vous écoutez Twist, le podcast des changements des plus petits aux plus grands. Dans cette deuxième saison, parole aux ados. Leur corps, leur genre, leur sexualité. À cette période de la vie, où il faut apprendre à découvrir et assumer son corps. Où l'on se questionne sur qui l'on est, sur ce qui fait de nous un homme ou une femme. Où l'on commence à désirer l'autre, à se dévoiler. On a besoin de parler de ses doutes, de ses problèmes, de ses peurs. Mais c'est souvent ça le plus compliqué. Avec Twist, on a voulu les provoquer ces discussions et tendre nos micros aux premiers concernés. Il et elle sont 11 à prendre la parole, il et elle ont entre 15 et 18 ans. Merci à toutes les 6, Twist saison 2, la parole aux ados, vous avez le programme, bonne écoute. Twist, une série en 3 épisodes des étudiantes en radio de l'IJBA, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Ils sont prêts à tout, quitte à être hors la loi, pour se faire entendre. Les militants d'Extinction Rebellion, vous en avez peut-être entendu parler. Alors pourquoi choisir la désobéissance civile et surtout est-ce un moyen efficace de militer? Un reportage de Suzy Muselet et Valentine Meyer. S'introduire au salon de l'agriculture, envahir les tarmacs d'aéroports ou escalader les ponts. Désobéir, c'est la marque de fabrique d'Extinction Rebellion. Depuis 2018, le mouvement enchaîne les actions non violentes mais illégales pour interpeller sur l'urgence climatique. Le faire de l'autre côté aussi. Nous les avons rencontrés dans l'intimité de leurs locaux bordelais en préparation de leur prochaine action. Parce qu'en plus, ça serait cool en rose ça, non? Et les CCC. On espère que, en attirant le regard, que les personnes vont être sensibilisées au message qui est porté. Ici, tous ont un pseudonyme et communiquent via des plateformes cryptées par sécurité. Des précautions nécessaires quand on choisit la radicalité, la seule issue possible pour cette jeune militante qui travaille dans le milieu médical. On cherche un peu aussi à trouver cet autre levier un peu parce que les choses, on va dire, plus traditionnelles, je considère que ça ne fonctionne pas et je pense que vu où on en est, c'est pas efficace. Donc c'est pour ça que j'ai privilégié Extinction Rebellion. Certains sont même prêts à prendre des risques. L'Ilabel a été poursuivie en 2020 pour avoir tapissé de peinture à l'eau les façades d'une agence de la Société Générale. Relaxée en avril dernier, elle ne regrette rien. C'est vrai que se faire arrêter, surtout que c'était tôt le matin, se faire arrêter n'est jamais très agréable. Et puis après, c'est pas grave, on suit, on sait qu'on va au procès et ça fait partie, entre guillemets, du jeu parce qu'en plus c'est une tribune pour nous. Ça permet de faire reconnaître par l'État des formes d'interpellation et peut-être de faire bouger les choses. Parmi les rebelles, comme ils se font appeler, Figolu. Informaticien de profession, il se sent fier de participer à ces actions dont les photos sont conservées précieusement. Je trouve qu'elles sont très très bien ces photos. Mais il le confesse, il a des doutes sur l'efficacité de leur méthode. C'est une petite prise de risque pour un petit résultat qui peut-être fera quelque chose un jour, même pas sûr. Je suis même pas sûr que ça serve à grand chose ce qu'on fait. Mais il faut essayer de le faire. J'ai l'impression d'avoir une petite cuillère et puis d'écumer l'océan, quoi. Il faut essayer. Prochaine action dans 2 jours. Il compte profiter de l'entre-deux tours pour remettre le climat au cœur des débats, alors qu'il a occupé moins de 3% du temps d'antenne pendant la campagne présidentielle. Manque d'effectifs et manque de moyens, on l'a vu ces derniers mois, le système de santé est à bout de souffle. Au CHU Pellegrin de Bordeaux, l'un des plus grands hôpitaux de France, près de 200 soignants se sont réunis en collectif pour interpeller leur direction et les pouvoirs publics sur leurs conditions de travail. Floriane Padoan et Marie Montels les ont suivis dans leur combat pendant plusieurs mois. Regardez. On n'a pas de place pour mettre nos nouveaux patients, pas de place physique. On en arrive à des situations où pour prendre en charge un AVC, on est obligé de le mettre sur un brancard dans la douche. Là, le point de blocage, il n'est plus dans quelques années, il est actuel et on va arriver à une situation où les services d'urgence vont plus être en mesure de marcher dans les mois qui viennent. Là, on parle en mois. Comme on travaille, même si je l'explique, il faut venir le vivre. C'est compliqué. Pierre, Nathalie et Aude ont monté le collectif Urgence Bordeaux en décembre 2021. Leur but, alerter sur les conditions de travail des soignants, épuisés par le manque de temps et de moyens. On est 250 sur le collectif, presque. C'est toutes les professions. Il se passe un truc là qu'en tout cas les gens qui sont là depuis plus longtemps que moi me disent ça s'est jamais fait. Ce qui nous a fait bouger, c'est on a des gens de 50 ans qui sont morts, qui n'auraient pas dû mourir dans le premier CHU de France. Voilà. Donc tant que tu gardes ça en tête, ça permet quand même de te garder bien mobilisé. Alors, le premier rôle
de ce collectif, c'est au moins de faire que plutôt qu'on se regarde tous à se dire toi tu vas partir dans 2 semaines, peut-être toi tu vas tenir 2 mois, mais en sachant très bien ce qui va se passer pour chacun d'entre nous, qu'on se dise on en fait quelque chose, et rien que relever la tête, retrouver de la dignité pour toutes les personnes de ce service, c'est déjà à mon sens une réussite du collectif. La crise sanitaire a révélé les failles d'un hôpital sous tension. Le manque de places et de lits conduit à une prise en charge des patients dangereuse, selon le collectif. La partition qu'on avait décidée, face à l'urgence de la situation, les soignants veulent passer à l'action. On s'était dit, si ça ne passe pas, on ira sur du plus concret en termes de mobilisation. Qu'est-ce qu'on fait ? Pour enfin se faire entendre, certains souhaitent bloquer le service des urgences pendant 24 heures. Après, normalement, Mathieu, statistiquement, si on fait ça sur une journée, ça va être un tellement énorme bordel que je ne suis pas sûre que ça va se reproduire. À mon avis... Pour toutes les actions qui vont concrètement entraîner un gros ralentissement, voire un blocage d'activité, là, on est en train de les voter pour dire qu'on les fait 24 heures. Et après, on revotera la prolongation. Voilà. On vote celle-là ? Alors. Une mesure lourde de conséquences qui ne sera finalement pas retenue. Impossible pour les soignants d'arrêter leur activité. Alors le collectif décide d'interpeller directement les politiques à quelques semaines de la présidentielle. En janvier dernier, des soignants se rendent au meeting de Jean-Luc Mélenchon. Comme il l'entend, mais qu'on nous laisse travailler. On aimerait aussi pousser toutes les personnes qu'on croise et qui ont un bulletin de vote à mettre quelque part à considérer la question hospitalière comme prioritaire dans leur vote plutôt que les sujets sécuritaires, d'immigration qu'on croise à longueur de temps. L'hôpital public meurt, Jean-Luc! Et qui rejoignent l'Union populaire. Mais il faut bien mettre les points sur les i. Ce soir-là, ils parviennent seulement à s'adresser à Caroline Fiat, députée La France Insoumise, et actuellement seule aide-soignante à siéger sur les bancs de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous avez une idée pour qu'on puisse se faire entendre, mais nous, on est au bout de ça, en fait. Ouais. Oui, effectivement. Moi, j'ai plus de voix à force d'hurler, mais c'est super compliqué. Moi, je m'en rends compte souvent dans l'hémicycle. Eux parlent de statistiques, parlent de témoignages qu'ils ont reçus, et moi, je parle de ma vie, en fait. Malgré les difficultés pour faire entendre leur voix, le collectif continue de se mobiliser. Tous les vendredis est organisée une minute de silence en hommage aux soignants épuisés. C'est le cas de Aude, 27 ans. L'an dernier, elle a intégré les urgences. Elle voulait être au plus proche des patients. Aujourd'hui, elle est à bout. J'en suis à me dire que pour ma survie mentale et physique, il va falloir que je le quitte. Donc je quitte tous les gens qui sont dans ce service. Ça me déchire le cœur vraiment. Et je pense que c'est à la fois ce qui nous a tenus jusque-là, cette solidarité, cette bienveillance, mais c'est aussi ce qui nous détruit dans le sens où on se protège les uns les autres en essayant de reprendre les gardes, les plages des uns et des autres quand on est en arrêt et qu'au final on finit par couler soi-même. Donc là, ça devient une question de survie pour pas mal d'entre nous, la décision de quitter ce service en fait. Et je vous demande à tous... Nathalie, elle tient encore le choc. Aide-soignante depuis 16 ans, elle est dans le collectif depuis ses débuts. Une énergie qu'elle ne regrette pas d'avoir dépensée, malgré les maigres résultats obtenus. Vous êtes dans un élan de collectif, vous croyez dur comme fer que ça va arriver, on va voir ci, on va voir là, donc vous raccrochez à ça. Donc ça donne l'espoir. Et puis l'espoir retombe très très vite parce que fin de compte, on ne vous donne rien. Même pas une petite miette, hein, rien. On demandait des postes et des ouvertures de lits. Et fin de compte, les postes, ça a été non. Et puis les ouvertures de lits, il n'y en aura pas non plus. Aujourd'hui, notre collectif, il est, je dirais, il est entre guillemets en sommeil. Les personnes qui étaient à la tête de ce collectif se sont épuisées. Et aujourd'hui, se sont mis en retrait et malheureusement, il n'y a pas eu de relève pour ce collectif. On n'a pas gagné de poste, on n'a pas gagné de choses administratives, mais ce qu'on a gagné, c'est sur le plan humain. On a gagné le rassemblement du pôle entier. Et ça, je pense que ça, l'administration, en fin de compte, ne pourra jamais l'enlever maintenant que ça a été fait. Et je pense que ça, c'est une grande victoire. Après 5 mois de combat, Nathalie continue son activité d'aide-soignante. Aude s'interroge toujours sur son avenir. Quant à Pierre, il est parti à la frontière ukrainienne
apporter son aide aux hôpitaux d'un pays en guerre. Partout, des gens manifestent, mais cette mobilisation ne se retrouve pas dans les urnes. 26% des Français n'ont pas voté au premier tour de la présidentielle. Loin de l'isoloir, d'autres façons de s'engager émergent. Lauriane Arzel et ses invités nous parlent de ces prises de position, qu'elles soient individuelles ou collectives. Bonjour à tous et bienvenue dans le débat de l'engagement c'est maintenant. Je suis avec à ma droite Anne Lozeg, cofondatrice du collectif La Force Invisible des aides à domicile. Il a été créé en juin 2020 et il regroupe 6400 membres partout en France. Ma deuxième invitée est Amaya Courti, doctorante en sciences politiques à l'Université de Bordeaux. Et vous êtes en train d'écrire une thèse sur les pratiques électorales des jeunes de 18 à 35 ans. Donc déjà merci à toutes les deux d'être présentes aujourd'hui. Dimanche 10 avril, on a vu que les chiffres de l'abstention étaient beaucoup plus forts que lors du précédent scrutin en 2017. 42% des jeunes de 18 à 24 ans se sont abstenus et 46% des jeunes de 25 à 34 ans également. Pour vous, Amaya Courti, qu'est-ce que ça raconte du positionnement de la jeunesse par rapport à l'acte de voter ? Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Déjà, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. En fait, le phénomène de l'abstention chez les jeunes en général, c'est quelque chose qui se voit depuis déjà plusieurs décennies. On se rappelle en 2008 déjà l'ouvrage de Jean-Yves Dormagin et Céline Braconnier sur la démocratie de l'abstention. Donc, c'est pas du tout un phénomène nouveau. Il est effectivement très amplifié chez les plus jeunes. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas politisés. C'est vraiment plutôt synonyme d'un désengagement vis-à-vis du vote parce que les nouvelles générations sont des générations qui sont très au courant de ce qui se fait, de ce qui se passe dans le monde, qui sont tout à fait capables de se renseigner sur tout un tas de sujets différents. Et comme dirait Vincent Tibéris, c'est une génération à qui on ne la fait pas. Donc, qui sont beaucoup plus regardants vis-à-vis des promesses qu'on leur fait. Et si elles sont non tenues, ils s'en souviennent. Et donc, il y a une réelle mise à distance, en fait, vis-à-vis des partis politiques et du personnel politique dans son ensemble, qui explique, à mon sens, ce désengagement du vote, en fait. Pour poursuivre sur ce sujet, deux chercheurs, donc Olivier Gaillan et Marc Lazare, ont publié une enquête en février dernier sur des thématiques similaires. Et cette enquête montrait que 26% de la jeunesse serait désengagée aujourd'hui. Est-ce que vous, Anne Lozeg, c'est quelque chose que vous constatez dans votre collectif ? Est-ce que les jeunes en sont absents ? Oui, on constate que les jeunes ne vont pas voter parce qu'elles prennent pas, alors là c'est différent, elles prennent pas la position par rapport à la politique parce qu'elles sont complètement débordées, elles se reconnaissent pas dans la politique et du coup ne comprennent pas forcément les valeurs des programmes et ne vont pas voter. Et cette variable-là de la précarité, de diplômes plus faibles et de salaires aussi plus bas, c'est quelque chose dont vous avez constaté l'impact sur la participation ? Ça joue à plein sur la participation politique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus on est diplômé, plus on a de chances d'aller voter. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps aussi, parce qu'il y a des chercheurs qui ont montré que les personnes les moins diplômées et les plus précaires ont aussi tendance à à se définir elles-mêmes comme non sachant et non connaissant. Donc à plutôt être dans une dynamique de non mais la politique ça m'intéresse pas ou je sais pas, plus aussi par peur de dire des bêtises, etc. Donc avec une dévalorisation aussi de soi vis-à-vis de la question qui est posée. Ça on le voit bien dans les enquêtes quantitatives. Et j'irai plus loin, je dirais aussi que les politiques ne s'intéressent pas non plus à inclure les métiers précaires dans la compréhension de la politique. Ils s'adressent à une élite, ils ont un langage d'élite et du coup ça met en difficulté les personnes précaires parce qu'elles ne comprennent pas forcément le discours. S'il y avait des mots plus simples posés,
ce serait beaucoup plus facile à comprendre les programmes et ce serait beaucoup plus facile d'aller dans un bureau de vote et mettre un bulletin. Et justement, parce que là, en ce moment, Anne Lozec, vous êtes en train de réunir les bulletins de salaire des membres de votre collectif pour alerter justement sur l'impact de la hausse des prix du carburant. Mais en fait, plus généralement, pourquoi vous avez, en lien avec ce que vous disiez précédemment, pourquoi vous avez fait le choix de monter ce collectif? En fait, je voulais quelque chose qui ne ressemble pas à un syndicat, à une organisation politique. Je voulais quelque chose qui regroupe tous les gens, qu'on n'ait pas une difficulté à s'engager dans quelque chose ou une barrière pour s'engager à quelque chose. Je voulais vraiment réunir tout le monde, qu'on crée un lien et en fait qu'on réfléchisse ensemble, celles qui parlent peu français, celles qui parlent très bien français, celles qui est non diplômée, celle qui est diplômée, celle qui est politisée et celle qui est syndiquée ou non syndiquée, et qu'on se rende visible vis-à-vis de ces politiques justement, vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis du département, vis-à-vis de la mairie, enfin voilà, de tous ces petits corps de pouvoir qu'il y a avant le bulletin de vote, hein, et de comprendre tout ça en fait. Et du coup, vous, Maya Corti, comment vous analysez l'émergence de cette nouvelle forme de mobilisation, alors que vos recherches montrent aussi en parallèle que l'engagement politique se fait de plus en plus de façon individuelle? Déjà, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une baisse de la participation politique dans les syndicats, et ça, c'est pas du tout nouveau non plus, hein. C'est quelque chose qu'on voit depuis pas mal d'années maintenant. Donc il y a quand même une place vacante, entre guillemets, dans le paysage de l'engagement politique en parallèle des partis traditionnels, etc. Mais effectivement, chez les jeunes, on a plutôt des engagements très individuels, avec, on a 20% des jeunes qui sont allés dans les 12 derniers mois manifester. Donc c'était avant le Covid, hein, donc voilà, on ne va pas leur en vouloir, pendant le Covid, il n'y avait rien, mais... et à l'inverse, on en a plus de 50% et près de 50% qui s'engagent plutôt individuellement sur du boycott ou de l'achat volontaire de produits pour des raisons politiques et notamment environnementales. Donc voilà, le collectif n'est pas encore complètement rentré dans la norme, je pense. Et justement, est-ce que vous, Anne Lozec, est-ce que vous sentez que l'action de votre collectif, elle est efficace? Parce que vous avez rencontré Brigitte Bourguignon, donc ministre déléguée à l'autonomie le 24 mars dernier, pardon. Pourquoi il a fallu 1 an et demi pour obtenir ce rendez-vous? Pourquoi déjà ça a pris autant de temps? Et pourquoi de façon plus globale, pourquoi c'est difficile de faire émerger votre combat dans le débat public? Les métiers du soin, enfin, le métier du care, hein, ce qu'on appelle les métiers du care maintenant, aujourd'hui, c'est 90% de femmes. Donc ça, on a beaucoup plus de mal à se faire entendre. Pour vous répondre à la question précédente, pourquoi elle a mis autant de temps à nous rencontrer? Parce qu'au départ, elle croyait qu'on était syndiqués, qu'on était là pour revendiquer et pas dialoguer. Et je pense qu'elle avait peur, parce que les collectifs font peur, parce qu'ils ne savent pas, comme vous l'avez dit, ils ne savent pas où on veut aller, où ce qu'on veut devenir. Il y a beaucoup de collectifs qui se montent et puis après qui arrêtent. Nous, on veut continuer, on veut perdurer. Et puis après, on veut faire des actions un peu plus fortes pour qu'on soit un peu plus visible, pour interpeller. Et que ce soit l'extrême droite ou M. Macron. C'est tout à fait vrai ce qu'elle dit, c'est-à-dire que mine de rien, le personnel politique dans son ensemble a une lecture des modes d'engagement qui est entre guillemets classique, et le mode de fonctionnement du collectif, de la même manière que le mode de fonctionnement des Gilets jaunes, avec des actions qu'on n'avait jamais vues, de la même manière que les ZAD, c'est des modes de participation politique, parce que on est quand même dans l'engagement et d'engagement politique, qui sont très peu lisibles pour le personnel politique, qui du coup ne sait pas comment répondre aux demandes et au final, qu'est-ce qu'on attend d'eux.
et qui voilà, aussi peuvent en avoir peur, etc. Parce qu'effectivement, c'est pas aussi facile à lire qu'un syndicat ou un parti politique où on a l'habitude, on sait ce que c'est, on sait comment on s'engage, on sait comment on répond, etc. Là, c'est nouveau, donc c'est flou. Mais ça va peut-être changer avec le temps, on ne sait pas. Merci à toutes les deux pour cet échange. C'est la fin de ce débat de l'engagement, c'est maintenant. Expérimenter à l'échelle locale un nouveau modèle de société, eh bien c'est le pari qu'ont fait 45 habitants d'un écolieu en Charente. Agriculture durable, prise de décision collective, nouvelle répartition des richesses et du temps de travail. Regardez cette immersion signée Eléa Timène et Hugo Bouette. En Charente, à 30 km d'Angoulême, une ferme a trouvé de nouveaux propriétaires. J'ai retrouvé un moule à souffler. Ils sont 45 à avoir acheté ce lieu qu'ils ont baptisé Oasis du Coq à l'âme. Ingénieurs, danseuses ou encore enseignants, depuis décembre, ils apprennent à vivre ensemble. On peut commencer par ça et enchaîner avec le potager. Parmi eux, Miguel Moya. Ici, c'est lui le boulanger en chef. Cet ancien salarié d'une station de compostage a rapporté de sa vie d'avant un petit moulin qu'il a depuis amélioré. J'ai construit un moulin à meule de pierre à partir d'éléments de récupération, un robot ménager, une machine à laver, donc j'ai repris le moteur et sa poulie, sa courroie. Ici, priorité à la récupération. Respecter l'environnement tout en créant du lien social, c'est la mission qu'il s'est donnée. Le but aussi, c'est remettre en route un petit peu la paysannerie d'antan, qui avait un véritable tissu. Tous les gens participaient aux travaux des champs, à construire des choses ensemble, construire quelque chose de plus résilient, de plus durable. Vivre dans un lieu plus responsable où l'on oublie ses réflexes individualistes pour faire ensemble, c'est ce qui a plu à Ludovic Domanski, ingénieur tout juste diplômé. Je centre mes journées sur quels sont mes impératifs, quels sont mes besoins et quels sont les besoins aussi communs. On a une cuisine commune. Si tout le monde va vers sa propre envie de faire son truc sur la journée, qu'est-ce qui se passe de la cuisine? Est-ce que chacun se fait à manger de son côté en sachant qu'on veut être un projet de résilience et que chacun allume le gaz ou fasse chauffer la plaque pour faire sa petite poêle énergétiquement, en fait, ça colle pas. Et dans 5 minutes, on fait quoi? Pour réussir à vivre ensemble, encore faut-il des règles. Chaque jour à 13h, c'est le moment de la répartition des tâches. Peut-être encore une personne pour la cuisine. Il n'est pas seulement question de tâches ménagères. Trouver de la sciure. Jérémy, t'as besoin de quelqu'un? Mais aussi de cultiver le potager ou d'orchestrer les travaux. Si j'ai un bras supplémentaire, je peux en ramener plus. Je vois bien, moi, ça. Cet après-midi, Ludovic va travailler avec Danielle Bacheret, cofondatrice de l'écolieu. On va aller accrocher sur les suspens qui seront au plafond. Il faut 7,5. Il rénove ce logement qui doit être prêt à la fin du mois. Je vous présente Gavroche, voilà, qui nous suit partout. L'idée n'est pas de fonctionner en vase clos, mais bien de s'intégrer au territoire et d'en tirer un revenu. Ferme pédagogique, écotourisme, formation en permaculture, la richesse créée est versée dans un pot commun. On crée un revenu de base autoproduit par un collectif. Si on le mettait à l'échelle d'une communauté plus vaste, d'un État, ça serait que l'État donne un revenu de base à ses citoyens et les citoyens font de l'activité qui permet à l'ensemble du pays de pouvoir fonctionner et vivre. L'arrivée de ces nouveaux habitants est plutôt vue d'un bon œil par le maire de Tourier, Laurent Danède. Ça apporte un plus en termes d'aménagement, en termes de diversité de l'habitat. Ils ont prévu de faire un écosystème très spécifique en rassemblant sur le même lieu tout type d'activités économiques, culturelles, du développement de construction, du tourisme, parce qu'ils veulent accueillir aussi des touristes. Donc ils feront des logements, ils feront de l'accueil des gîtes de groupe ou individuels. Après 4 mois d'installation, le chantier est encore immense sur l'écolieu du Coq à l'âme, mais les projets prennent forme. De plus en plus de Français se tournent vers ces modes de vie collaboratifs. Plus de 1000 écolieux sont déjà en activité dans l'Hexagone. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis pour ce tour d'horizon sur l'engagement des Français en 2022. Merci au Crous de Bordeaux d'avoir mis à notre disposition ces locaux. Merci à Carole Layac, Sophie Roland, Samir Youssouf Ibrahim ainsi qu'à toute la rédaction de la spécialité de télévision de Ligebar. À bientôt. Bon bah écoute, on s'en est plutôt bien sortis, ouais. T'es bien ou pas? Ouais, c'est trop cool, c'est une feuille qui